Bonjour à tous, et heureux pour ceux qui ont vu la petite vidéo introductive juste avant celle-ci. Pour cette mini critique par Ypsilon du film Cézanne et moi, sorti le 21 septembre 2016, réalisé par Daniel Thompson, et avec comme acteurs principaux Guillaume Canet et Guillaume Gallienne de la Comédie Française. Il faut préciser. L'histoire raconte, c'est un biopic sur l'amitié qu'il y a eu, l'amitié plus que sulfureuse entre Émile Zola, le grand écrivain, notamment du livre Germinal et du livre L'œuvre, qui est important dans le film en tout cas, et donc son amitié entre Émile Zola et Paul Cézanne, qui était un grand peintre qui vivait à peu près qui vivait à la même époque tout simplement, et tous les deux avaient une amitié assez particulière, euh, qui avait des visions artistiques très très différentes, etc., etc. Alors, un biopic, déjà, c'est pas du tout le genre de film que j'ai l'habitude de voir, mais qu'est-ce qui m'a attiré pour celui-ci? Alors déjà, la réalisatrice, moi c'est une dame, ou une mademoiselle, on sait rien. Daniel Thompson, c'était pas une réalisatrice que j'ai connue. En fait, je me suis renseigné. Il se trouve qu'elle n'était plus connue en tant que scénariste que en tant que réalisatrice, excusez-moi. Elle est notamment connue pour avoir fait le scénario, pour avoir écrit le scénario des deux films La Boum, que vous avez sûrement entendu parler, grand film français, de L'As des As, film avec Belmondo, et de tout autre film, tout plein d'autres films. La Grande Vadrouille aussi, scénariste de La Grande Vadrouille. D'accord. Les aventures de Rabbi Jacob aussi. Ah d'accord, donc oui, c'est une très très grande scénariste, après ce que je vois. Et elle a déjà réalisé, mais pas des films que je connaissais énormément. Et donc je ne connaissais pas du tout cette réalisatrice. C'est pas elle du tout qui était connue et qui m'avait donné envie de voir ce film. Contrairement aux deux acteurs principaux, qui sont notamment Guillaume Gallienne de la Comédie Française. Et pourquoi tout à l'heure j'ai dit il faut le préciser. Alors, comme beaucoup de monde, il y a quelques années, quand je voyais le nom d'un acteur avec de la Comédie Française, je trouvais ça assez ridicule. Parce que je trouvais que c'était un ajout au nom qui ne voulait absolument rien dire. Dans mon esprit, ce n'est pas parce que vous avez fait de grandes écoles que vous êtes quelqu'un de grand. Alors, je vais vous donner des exemples personnels, assez personnels, mais par exemple, je connais des gens qui ont une culture littéraire absolument géniale, presque, je suis sûr, au-dessus de certains profs, mais qui n'ont jamais fait une seule année en littéraire, dans la moindre école. A contrario, je connais des gens, alors tout autre domaine, qui sont en pleine étude de chimie, qui font de grandes études de chimie, et qui, quand tu discutes avec eux, soit sont trop scolaires, soit tu te demandes pourquoi ils continuent là-dedans en fait. Donc pour moi, le fait de sortir d'une grande école ne veut pas dire forcément que vous êtes un grand spécialiste et donc de la comédie française. Et donc pareil pour quand il précisait de la comédie française, pour moi ça ne voulait rien dire. Pour moi c'était juste un ajout ridicule. Donc Guillaume Gallienne, je ne le connaissais que pour quelques rôles. J'aimais bien sa tête, j'aimais bien son style aussi, mais bon rien de, ce n'est pas un acteur que je reconnaissais énormément. Jusqu'au film qui est sorti, je vais vous sortir l'année quand même. Je pense que c'était 2013, mais je suis pas sûr. Jusqu'à ce que Guillaume Gallienne apparaisse dans un film qui est sorti. Allez, pareil quand même. Bah, il devrait apparaître. Ah, si. En 2013, excusez-moi, il s'agit des Les garçons et Guillaume à table. Film donc avec pour acteur principal Guillaume Gallienne qui jouait un héros qui s'appelle Guillaume, qui est un peu perdu dans sa quête de identitaire, dans sa quête de la sexualité. Et ce film est absolument génial. Quand je l'ai vu, je me suis pris une grande claque dans la gueule. Le film est très très juste dans tout ce qu'il aborde. Et le film a un humour enfin,
vraiment très corrosif. Vraiment, j'avais envie de le revoir juste après ma sortie de cinéma et j'étais vraiment sur le cul. D'autant plus que j'étais sur le cul que je serais vulgaire, tant pis. Que Guillaume Gallienne interprétait donc le personnage principal de Guillaume, mais également sa maman, la maman du héros principal. Donc je me suis dit, purée, mais c'est quand même assez incroyable. Qui c'est qui a réalisé ce film, mon dieu? Je m'étais pas du tout renseigné, hein, comme d'habitude, presque. Donc je suis allé voir quand même sur le ciné ou sur Wikipédia ou tout autre site pour voir qui c'est qui avait réalisé ce film. Et c'était Guillaume Gallienne. Alors je me suis dit, mais qui c'est qui a écrit ces scénarios? Et ben c'est Guillaume Gallienne aussi. En fait, tout le film est donc c'est Guillaume Gallienne qui a écrit à la base un spectacle sur sa propre vie avec beaucoup de touches d'humour et qui a décidé d'en faire un film puisque le spectacle a plutôt bien marché et sur des passages de sa vie et réinterprété bien sûr avec une certaine liberté. Et waouh, deuxième claque quoi, comme on dirait. C'est-à-dire que le mec scénarise son propre film, le réalise et s'approprie les deux acteurs principaux, les deux personnages principaux, excusez-moi. Et waouh, et c'est d'habitude je suis pas du genre à me dire ah ouais il a réalisé, ah ouais il a fait le scénario, ah ouais c'est bien c'est bien. Non, j'essaie de juger le film en tant que film. Le film en tant que film dans Les Garçons Idiots à table est déjà excellent. Donc le fait de savoir en plus que c'est une seule personne qui a réalisé, qui a scénarisé et qui a joué les deux personnages, pour moi c'est incroyable. Et en plus, enfin, dire ça, un mec qui, enfin, quand tu dis un mec, ouais, il fait son film sur sa propre vie, il fait le scénario, il réalise et en plus il interprète les deux personnages principaux. Ça fait croire un peu que c'est pompeux, que c'est un peu le mec qui écrit que sur sa vie. Et en fait, il y a une autodérision dans ce film qui est absolument incroyable. Guillaume Gallienne, enfin, regarder ce film et ou même regarder les interviews, ça se voit que non, c'est pas un mec qui peut être plus haut de son cul, c'est pas un mec de la comment, du cinéma français d'auteur qui aborde des thèmes principaux comme les débats de famille et tout ça. Non, c'est un putain de film, même quand j'en parle en ce moment, je revois des extraits et je me dis, waouh, quand même, c'est assez incroyable qu'un type comme ça ait pu faire presque un film comme ça de A à Z, en se basant presque, enfin, en se basant sur sa propre vie. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, ok. Bon bah, de la comédie française, en fait, ça veut dire quelque chose. Ouais. Donc voilà, donc j'étais très surpris par cet acteur. Et je me suis dit, prochain film avec Guillaume Gallienne, il faut absolument que je le voie. C'est Dan et moi et toi étant le prochain film. Non, c'était pas le prochain film en fait. Je regarde. Non, il y avait eu Saint-Laurent que j'ai pas vu non plus. Et sinon, il a fait plusieurs d'autres rôles dans différents films, bien entendu, puisque c'est quelqu'un, je pense, qui est acharné de travail. Et quand on a une telle prestance et quand on a un tel acteur, ça peut se comprendre. Mais donc voilà, ces années, moi, je l'attendais beaucoup pour Guillaume Gallienne. Guillaume Canet, alors acteur que bien sûr je connaissais, comme beaucoup de monde, si vous connaissez un peu le cinéma français, vous avez sûrement entendu parler de lui. Euh, c'est pas un acteur qui m'a énormément marqué, c'est pour ça que je regarde quel rôle il a fait. Alors je sais qu'il est très très connu pour avoir notamment réalisé le film que beaucoup de monde a aimé, c'est Les Petits Mouchoirs. Moi je regarde en même temps. Ouais, tout à fait, c'est lui qui a réalisé les petits Mouchoirs. Mais sinon, je sais qu'il a joué dans Vidoc aussi. Il a joué dans plein de rôles. Je pense que c'est quelqu'un également qui aime le cinéma, qui aime être acteur. Mais c'est pas quelqu'un qui m'avait subjugué dans un rôle, si vous voulez. Il a joué dans Vidoc aussi. Donc voilà, c'était pas un acteur que je connaissais parfaitement, ce n'est pas un acteur que j'aimais par-dessus tout, mais c'était un acteur que je ne détestais pas du coup. Donc voilà. Et sinon, le film en lui-même, parce que c'est bien d'être intéressé par un film, par ses acteurs, par ce qu'il y a autour, mais le film en lui-même. Alors j'avoue que euh, autant j'aime à peu près toutes les formes d'art, autant Émile Zola, j'y connaissais pas grand-chose. Je pense avoir lu plusieurs passages de Germinal, notamment au collège,
Mais sinon, en même temps, c'est quelqu'un qui écrivait tout le temps, donc il a fait un nombre d'œuvres assez incalculable. On peut pas tous les lire, je pense. Mais je n'y connaissais pas grand-chose à son travail. Paul Cézanne, un peu plus, puisque les peintures m'ont toujours assez fasciné, donc je saurais reconnaître le style de Paul Cézanne, mais j'étais pas non plus un très très grand spécialiste. Donc voilà, en fait là je viens d'avouer que je suis parti juste regarder un film à cause d'un acteur, quoi. Super, hein. Donc voilà, avant de commencer le film, je vais préciser, je ne suis pas allé tout seul voir ce film, je suis allé avec mon papa et ma maman. Et mon papa est quelqu'un qui n'aime pas tant que ça le cinéma, ou alors qui est pour qu'il soit intéressé pour un film, il faut qu'il y ait soit de l'action, soit énormément d'humour. Je le précise, c'est pour plus tard, ça va être important pour la critique. Alors, on va commencer la critique justement. Après 10 minutes d'introduction. Mon dieu, il faut que je fasse des intros plus courtes. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est la note que je donne au film. Waouh sur 20. C'est assez incroyable. Ce film est absolument génial. Par contre, ce film ne s'adresse pas à tout le monde. Alors déjà, c'est quelque chose qui m'a choqué assez violemment. C'est un biopic. Qu'est-ce que c'est un biopic? Avec mes mots, hein, bien sûr, vous trouverez sur une autre définition sur internet. Un biopic, c'est en gros tout simplement un film ou un livre, je crois qu'il y a des livres biopics, ça se fait dit aussi, sur une partie, enfin sur la réalité, dirons-nous. Donc là, c'est-à-dire que ce film était un biopic entre l'amitié entre Paul Cézanne et Émile Zola, donc ça veut dire qu'il ne filme que la réalité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la réalité c'est un peu chiant. Dans le sens où, dans la réalité, il n'y a pas de super-héros. Dans la réalité, pas encore du moins, mais il n'y a pas de grands concepts de science-fiction, de voyage dans le temps, il n'y a pas d'explosion, il y a très peu de courses-poursuites, etc., etc. Donc si, excusez-moi, si vous êtes du genre à détester les films où il se passe pas grand-chose, ce film vous n'allez pas trop l'aimer. Moi j'avoue que, enfin, de base je suis pas trop ce genre de film, mais j'avais quand même envie de le voir. Et ben, je me suis pris quand même une sacrée claque dans la gueule. Notamment, bah, il faut le dire encore, mais purée, mais Guillaume Gallienne, mais qu'est-ce qu'il joue bien, quoi, bordel. C'est assez incroyable, c'est Guillaume Canet, hein. Tout à fait, le dialogue qui se fait entre eux deux est absolument génial. L'amitié qui se joue entre ces deux personnages est absolument magnifique, est absolument très très bien jouée. Elle vous prend vraiment au trip, c'est assez incroyable. Alors j'ai commencé à aborder un peu le film point par point. Déjà par les points qui m'ont un peu plus choqué. Alors, cours très très rapide de cinéma. Un film, quand il y a un film, il y a un réalisateur. Un réalisateur, c'est celui qui fait les plans du film, qui dirige le film, qui dit bon bah je veux qu'il y ait un plan comme ça pour mettre tant d'importance et tout ça, à ça, à ça, à ça. Ça s'appelle de la mise en scène. Normalement, chaque réalisateur a un peu sa mise en scène à lui. Excusez-moi. Ce qui veut dire que si vous connaissez un minimum du cinéma, et que vous êtes même un très grand spécialiste, pas du tout comme moi, je le précise, si vous regardez un film, vous êtes capable de voir certains traits qui sont propres au réalisateur, et même peut-être même d'identifier le réalisateur. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple précis? L'un des exemples précis, bah il y a assez connu quand même, par exemple Jean-Pierre Jeunet, qui est un réalisateur français, ses films ont une teinte jaune. Alors je ne saurais pas expliquer pourquoi ni comment ce procédé-là, mais c'est un style qui lui est propre. Ces films, on dirait qu'ils bavent de jaune. Autre exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, George Lucas, grand auteur de Star Wars, vous savez, il met un panneau de texte juste avant ses films qui résume ce qui s'est passé dans les épisodes précédents et même dans l'univers de Star Wars qu'on n'a pas vu dans les films précédents. Quelque part, c'est de la mise en scène parce qu'il n'y a que, quasiment, vous allez sûrement trouver d'autres films qui vont faire ça, mais c'est George Lucas qui a imposé ce style-là, c'est George Lucas qui a inventé, et c'est dans les films de George Lucas qu'on repère le plus souvent ça. Donc ça, c'est de la mise en scène. Le problème, c'est que quand on filme de la réalité, et aussi peut-être aussi parce que... Non, je vais m'arrêter là avant de dire une connerie. Mais quand on filme la réalité, la mise en scène
eh ben, il faut pas qu'elle soit trop présente, puisqu'il faut juste filmer la réalité de tout pour tout. Donc la marque du réalisateur, eh ben moi je l'ai quasiment pas vue. Ce qui est à la fois un défaut et ce qui est en même temps assez compréhensible. À part deux plans, euh, enfin de séquences plutôt, j'avais vraiment l'impression que n'importe qui aurait pu réaliser ce film. Il n'y avait pas de marque dessus. Mais après, enfin, le film est réalisé par une scénariste. Donc c'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être qu'elle a plus mis en avant le scénario, et notamment, je pense, plus les dialogues, plus que, étant donné que c'est un biopic, on peut pas s'éloigner non plus trop de la réalité, donc le scénario peut pas être non plus bouleversant. Plutôt que de laisser sa patte sur le film. Euh, En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai totalement oublié ce que j'allais dire. Je parlais des scénarios, je parlais du dialogue. Oui, bien sûr. Alors je vais vous parler du film comme ça de A à Z. N'ayez pas peur d'être spoilé, ce n'est pas un film qui est spoilable. Étant donné que ça se base sur la réalité, à la fin il n'y a pas de grandes révélations, il n'y a pas d'énormes enjeux non plus. Donc le film n'est pas vraiment spoilable. Sachez juste que c'est une amitié en fait, tout simplement. On filme une amitié. Et basiquement, si vous voulez vous spoiler vraiment tout le film, vous allez sur Wikipédia, vous tapez Émile Zola, vous aurez tout le film, quasiment. Voilà, et même des trucs en plus. Donc voilà, c'est pas un film qui est spoilable. Donc voilà, sinon, ben, toute la vie de ces deux personnages quand même est très intéressante, assez incroyable. Joué par donc ces deux grands acteurs, j'ai dit qu'ils jouaient très bien, à tel point qu'ils éclipsent à peu près tous les autres aspects du film, y compris la réalisation dans ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le film, on sent qu'il est basé pour filmer ces deux personnages qui s'engueulent, qui s'aiment, qui se détestent, qui s'adorent, qui sont joués par de très grands acteurs. Je le redis, putain, je me répète, c'est compliqué ces critiques si je me répète tout le temps. Dans le sens où tout le film est presque filmé de la même façon, avec un, un grand plan, je sais plus le nom, enfin, grand cadre qui filme les deux personnages qui se parlent avec une caméra fixe. Vous n'allez jamais avoir de grands mouvements de caméra, vous n'allez jamais avoir, il y aura sûrement mais des zooms, vous allez surtout avoir des grands plans sur ces deux personnages qui discutent entre eux. Ou des chants et des contre-chants bien sûr, il y en a ici également. Et tout, donc c'est pour ça que c'est presque une pièce de théâtre ce film. C'est une discussion entre ces deux acteurs, entre ces deux personnages, qui éclipse un peu le tout. C'est pour ça que j'ai trouvé ce film assez perturbant par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir. Dans le sens où les deux acteurs sont mis plus en avant que le film en lui-même, il y a aussi la musique qui est très peu présente dans ce film. À part, enfin moi j'ai repéré juste trois scènes, et quand je dis trois scènes, c'est le début, parce qu'il faut bien introduire le film, une scène de détente au milieu, et la scène à la fin. Et je reparlerai de la scène à la fin, parce que pour moi c'est la grosse erreur du film, la grosse tache d'encre sur la jolie copie qui le filme. Et là Daniel, je suis pas content contre toi. Donc voilà, pourquoi en fait s'intéresser à cette amitié entre Émile Zola et Paul Cézanne? C'est intéressant. Pourquoi avoir fait un film dessus? À part le fait bien sûr que ce soit deux artistes. Pourquoi cette amitié est intéressante? Cette amitié est vachement intéressante pour une raison assez simple, c'est que nous avons deux personnages qui sont très différents et qui sont profondément amis. Peut-être vous en avez déjà vous parmi vos amis, peut-être même vous faites partie d'une de ces amitiés, où il y a deux amis qui s'aiment, qui se voient presque tout le temps, qui s'apprécient énormément, mais ils ont des caractères mais totalement différents. On se demande mais qu'est-ce que vous foutez ensemble? Même des couples peut-être même. Des couples qui sont ensemble et vous dites mais purée mais ils ont des caractères tellement différents, normalement ils devraient être totalement incompatibles et pourtant ils sont tout le temps ensemble. Paul Cézanne et Misola c'est totalement ça. On a totalement une relation et un parcours et des émotions qui sont totalement inversées entre ces deux personnages. Je vais vous parler un peu de cette opposition qu'il y a, sans trop vous révéler le film non plus. Par exemple, Émile Zola, j'ai parlé tiens, du parcours en premier. Émile Zola de base est né dans une famille assez pauvre avec sa mère. Son père est mort, plutôt jeune. Il était très pauvre pendant une période même, il se nourrissait des animaux, enfin des oiseaux qu'il chassait tout simplement dans la rue.
Puis il a commencé à développer son art, qui est donc l'écriture, qui a été très très moderne, donc à cette époque, hein, bien sûr, au XVIIIe siècle. 19e siècle, excusez-moi. Son écriture et son style d'écriture a été immédiatement très considéré comme moderne, comme très très populaire, et donc grâce à son art, il a pu atteindre un niveau de richesse et arriver même dans ce qu'on appelle la bourgeoisie, c'est-à-dire à faire partie, on va pas dire des riches, mais à avoir une situation plutôt confortable. Donc il est parti de tout en bas, et grâce à son art, grâce à sa passion de l'art, il est arrivé tout en haut. Paul Cézanne, c'est en opposition à ça. Paul Cézanne est né dans une famille de banquiers, dans une très très grande maison, très très jolie maison, avec une famille quand même qui avait certaines comment dire, qui avait un certain capital, dirons-nous. Et quand il va se lancer entièrement dans son art, qui lui était la peinture, et ben finalement il va s'enfoncer de plus en plus dans la pauvreté. Tout simplement parce que son art n'était absolument pas reconnu à son époque. Donc, étant donné qu'il n'était pas du tout reconnu, il n'arrivait pas, bien sûr, à vendre ses tableaux, et donc il n'arrivait pas à gagner sa vie, tout simplement. Il n'a jamais été dans la pauvreté jusqu'à aller dans la rue, vu que ses parents lui transmettaient quand même de l'argent, et que son ami Émile Zola lui transmettait également de l'argent. Mais il n'a jamais, étant donné qu'il n'a jamais été reconnu de son vivant, ou alors très très tard, il s'enfonçait vraiment de la pauvreté. Son art lui a un peu pourri la vie à ce niveau-là. Donc vous voyez, il y a une totale opposition, rien qu'à là. Opposition également des sentiments. Enfin, pas des sentiments, des caractères plutôt. Émile Zola était quelqu'un de très 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 renfermé, qui ne partageait jamais ses émotions, qui pas timide, mais qui qui cachait ses émotions tout simplement à l'intérieur de lui. Ne serait-ce qu'en amour, par exemple, il n'osait jamais aller vers les filles, puisqu'il avait vraiment peur de révéler ses sentiments. Il réalisait toujours, il voulait toujours ça, garder ça en lui, et donc il y avait une certaine frustration, autant en amour autant que sexuelle également. Paul Cézanne, c'était tout le contraire. C'était quelqu'un de très très franc, de très très sensible aussi, mais de très très franc du collier. Si tu disais merde à Paul Cézanne, et ben il t'insultait encore plus fort ou il te cassait la gueule. C'était quelqu'un qui était du genre, vous savez, dans les bars, il y a toujours un mec qui parle toujours plus fort. C'est moi des fois, parce que j'ai une très grosse voix. Donc c'était quelqu'un de très très franc, qui osait y aller, qui disait merde, enfin voilà, quelqu'un de très très violent dans les paroles. Donc totalement l'opposé. Et qui, pareil, dans ses conquêtes amoureuses et enfin, dans ses conquêtes sexuelles, était aussi assez franc du collier, qui a eu plein de conquêtes, qui osait y aller, tout simplement. Donc on a vraiment une opposition entre ces deux personnages qui est très très intéressante et très très cool, tout simplement. Enfin voilà, c'est vraiment une confrontation en fait entre deux visions d'artistes très différentes. C'est entre deux artistes très très différents. Et c'est du théâtre, quoi. C'est absolument magnifique. J'aimerais revenir également sur l'art. Alors donc tout le film se base quand même sur deux artistes. Mais sachez quand même que le film se base plus sur l'amitié entre ces deux artistes que l'art en lui-même. Dans le sens où j'étais un peu déçu. On voit très très peu par exemple de tableaux de Paul Cézanne. On en voit. On voit également Guillaume Gallienne peindre. Alors je pense que c'était des tableaux ou des reproductions de Paul Cézanne et puis il faisait semblant de peindre par-dessus. Malgré qu'il ait pris 6 mois de cours quand même de peinture. Là aussi, quoi, ça c'est pas la preuve que c'est un grand acteur, quoi. Pour un rôle, il se prépare 6 mois à peindre, quoi. Merde. Mais on voit pas tant que ça de tableaux non plus, et ou alors, enfin, il y a jamais d'arrêt sur le tableau en lui-même, si vous voulez. Pour Émile Zola, ça peut plus se comprendre, puisque étant donné que c'est un écrivain, c'est assez compliqué de faire une pause dans le film pour qu'on s'intéresse à un bouquin. Malgré qu'il y en ait, puisque il y a par exemple une scène où il y a Émile Zola qui lit un passage de ses livres. Et puis pareil, Cézanne lit à un moment des passages de ce film, du livre aussi. Donc on le voit, on ressent l'art, mais quand même le film est beaucoup plus basé sur leur amitié à eux
plutôt que sur leur art en général. Mais sur leur vision d'artiste aussi, tout à fait, est assez, enfin, est assez mise en avant, leur vision d'artiste. Je vais revenir également un peu sur les décors. Le film se passe principalement sur, même quasiment entièrement en réalité, sur deux lieux principaux. On a d'abord Paris, tout simplement Paris, parce que c'est là où se réunissaient tous les grands artistes et c'est là où il y avait les grandes écoles. Donc un peu ce que visaient Cézanne et Zola quand ils allaient dans leur vision d'artiste. Sauf que reconstituer le vieux Paris, même si c'est le 19e siècle, donc c'est pas ultra ultra vieux, mais ça fait quand même 200 ans, c'est très compliqué. Ça coûte très très cher de faire ce genre de décor, ça coûte très très cher de reconstruire, de tourner à Paris. Donc on en voit au final très très peu. On voit surtout des intérieurs ou alors des juste quelques façades de bâtiments. Et je trouve ça très très intelligent. Je préfère plutôt qu'on me montre très très peu de décors, mais des décors bien faits, plutôt qu'on me dise ah bah non du coup on a bloqué une allée de Paris pour faire des décors du 19e siècle et en fait c'est mal fait puisque les mecs n'ont pas eu assez d'argent pour faire toute la déco ou les mecs n'ont pas eu forcément le temps. Donc très très peu de décors à Paris, mais de toute façon c'est pas le plus important. Le deuxième lieu que l'on voit le plus souvent également dans le film, c'est tout simplement l'Aix-en-Provence. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Zola et Cézanne sont nés. Enfin, peut-être pas sont nés, mais en tout cas ont vécu là-bas. C'est là où leur famille était, c'est là où ils ont passé toute leur enfance. Et là, on a déjà des décors beaucoup plus majestueux. Déjà parce qu'ils sont allés tourner dans les vraies maisons qu'ont fréquenté Émile Zola et Paul Cézanne. Donc ça apporte encore plus du cachet quelque part. Mais en plus, ce sont des décors assez sauvages, pas de ville, pas de très peu de construction humaine. Donc du coup, vous pouvez filmer une forêt et dire que enfin, vous filmez une forêt, vous avez très très peu de chances de savoir si cette forêt, elle était censée représenter une forêt du 16e ou du 21e siècle. Donc c'est plutôt bon et vraiment les décors sont magnifiques. On a souvent des choses comme étant donné que Paul Cézanne était un peintre, il allait souvent en forêt ou dans les différentes vallées ou en montagne tout simplement pour peindre ses tableaux. Et donc on a des magnifiques plans avec tous ces décors et lui en train de peindre et c'est absolument magnifique, c'est absolument génial. Mon père donc, qui était avec moi, donc je vous avais dit, qui d'habitude n'aime pas trop le cinéma, ou alors pour qu'il s'intéresse au cinéma, il faut qu'il y ait beaucoup d'humour ou d'action. Donc là il était un peu déçu. C'est un film enfin, il y a pas, je vous l'ai dit, hein, c'est un film à réalité. La réalité, des fois, c'est un peu chiant. Mais il a avoué quand même que les décors l'ont fait rêver, quoi. C'était absolument, absolument génial. Alors je disais, il n'y a pas beaucoup d'humour non plus, mais enfin moi je trouvais quand même que le film est assez drôle. Enfin, c'est deux amis, donc forcément ils font des blagues entre eux, ils s'engueulent, ils se font des réflexions aussi, c'est très très drôle. Regardez deux amis qui s'engueulent, c'est toujours très très drôle. Enfin, moi je trouve ça très très drôle. Après je suis peut-être un salaud aussi, mais enfin bon. Donc moi j'ai plutôt bien aimé, les dialogues sont très très bien écrits. Il y a deux phrases que moi j'ai retenues dans le film, qui sont dites par Paul Cézanne, par Guillaume Gallienne encore. J'adore cet acteur, désolé. Qui sont dites donc à son ami. J'aurais même dit trois phrases. Il dit à Émile Zola, j'aimerais peindre comme tu écris. Et ça, en fait, dans le film, c'est presque une déclaration d'amour, en fait. C'est tout simplement Cézanne qui avoue à Zola qu'il adore ce qu'il fait et qu'il le jalouse, en fait. Et tout le film va être un peu basé sur ça, c'est sur la jalousie et sur l'amour qu'entretiennent ces deux personnages. Sinon, il y a une lettre que Paul Cézanne envoie à sa mère, où il décrit à peu près ce qu'il voudrait faire dans son art, et il décrit quelque chose comme ça. J'aimerais peindre la fluidité du vent, j'aimerais peindre la violence de la roche. Et il dit un troisième truc, malheureusement je ne l'ai pas retenu. Mais là aussi, enfin, je trouvais cette phrase absolument magnifique, ça montre un peu toute la passion qu'a ce peintre pour son art et qui est toujours insatisfait. C'est un grand insatisfait, Paul Cézanne. Et une dernière chose, bon, plutôt humoristique, hein, mais ça montre aussi également encore leur passion, c'est Paul Cézanne qui dit à Émile Zola est-ce que tu bandes encore quand tu écris? Et je crois qu'il y a Zola aussi qui dit que Paul Cézanne bande quand il peint, tout simplement. Non, c'est la femme. Ouais, ouais, c'est la copine
Cézanne qui dit ça à son mari. Et enfin voilà, c'est aussi, ça montre un peu la passion. C'est les mecs qui sont tellement à fond dans leur art qu'ils ont une érection. Enfin, mon Dieu, pourquoi je dis ça? Désolé, mais enfin bon. Je suis désolé, mais moi, toute cette passion, elle m'a fait vibrer et surtout cette amitié en réalité. C'est un formidable film que je vous conseille énormément. Il n'y a pas beaucoup de défauts, mais il y en a. Ce que j'allais dire, enfin, ce dont j'ai parlé un peu plus tôt, à la toute fin du film. Alors, je ne vais pas vous révéler la fin, même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas un film qui est spoilable. Mais en gros, on a Paul Cézanne qui s'en va avec la caméra qui le filme. Il y a une technologie absolument magnifique qui est arrivée il y a quelques temps et que beaucoup de monde dans le monde du cinéma se met à adorer. Ce qui est peut-être compréhensible, mais pour moi, ce qui a d'énormes défauts et ça se voit parfaitement, c'est le drone. Le drone, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement des petits hélicos ou petits avions sans pilote. Et vous pouvez avoir des caméras qui sont accrochées à des drones et les contrôler à distance. Ça permet une chose, c'est tout simplement de faire des plans aériens sans devoir allouer des hélicos, ce qui coûte très cher. Et en plus, un hélico, ben, c'est pas le réalisateur qui pilote l'hélico. Donc un drone, c'est bien pour ça. Le réalisateur contrôle littéralement la caméra, elle est dans les airs et puis elle est vraiment contrôlable. Le problème avec un drone, outre le fait que les caméras qui sont posées sur des drones ne sont pas des grosses caméras, donc pas avec des caméras, pas avec des qualités d'image de ouf, mais ça encore, je peux passer. C'est qu'un drone, ça prend le vent. C'est-à-dire que contrairement à un hélico, un drone c'est tout léger. Donc un drone, vous voyez, donc c'est ça. Quand il n'y a pas de vent, quand il y a du vent, et ben ça part sur le côté. La seule façon, c'est que quand on le pilote, et ben on donne des petits à-coups sur la droite. Mais du coup, le drone il fait ça. Et un plan de caméra qui fait ça dans les airs, c'est très très moche. Donc le réalisateur a essayé, la réalisatrice, excusez-moi, depuis tout à l'heure je dis le réalisateur, a essayé de compenser un peu ça en faisant un plan que je trouve absolument dégueulasse. Avec donc le drone qui fait ça, qui fait un espèce de mouvement fluide pour compenser le vent, je pense, ou pour faire même, enfin, si c'est pour compenser le vent, c'est moche. Si c'est pour juste une vision artistique, c'est très moche aussi. Avant de se retourner sur la montagne et que la montagne fasse un fondu sur une peinture de Misola. Ça, la dernière partie, c'est absolument génial. Filmer la montagne, puis un fondu en plus avec des touches d'aquarelle dessus pour que le paysage se transforme en la peinture qui est censée représenter, c'est absolument génial. Mais alors le plan juste avant, je suis désolé mais il est dégueulasse. Ça m'a fait un peu penser au dernier plan de Star Wars 7. On avait un plan aérien, je disais qu'il était avant qu'il était fait par drone, je suis pas si sûr maintenant après l'avoir revu. Possiblement qu'il est fait par l'ICO. Un espèce de plan aérien sur les héros et qui tourne autour et qui s'éloigne. Je trouve ce type de plan mais magnifique quoi. Enfin non, non justement, dégueulasse. C'est moi. Dégueulasse. Et là pareil, c'est vraiment le film était très très bien. Et on a cette espèce de plan dégueulasse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh la vilaine touche d'encre. Vous savez la vilaine touche d'encre qu'on voit sur une copie parfaite de cours, avec présentation, intro et tout ça, et t'as une énorme tache d'encre dégueulasse dessus. Ah mince, Daniel, pourquoi t'as fait ça? Ah, ça m'a énervé. Ça m'a presque, ouais, ça m'a énervé hein, vraiment quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, un tel film gâché par ça. Ah. Et sinon, comme presque beaucoup de biopics, le film se termine avec du texte qui défile et qui raconte un peu ce qui s'est passé après, parce que le film ne peut pas raconter non plus toute la vie de ces deux personnages. Ça fait un peu bizarre du coup, parce que bah, comme je vous l'avais dit, j'ai pas vu souvent des biopics, donc c'était vraiment le premier film comme ça que je juge, je regarde, mais j'ai été quand même très très content de mon expérience. Cette vidéo fait 34 minutes, mon dieu, quelle horreur. Donc je vous l'ai dit, moi c'est un film que j'ai énormément apprécié. Je pense qu'il sera très très bien placé dans mon top de fin d'année. C'est la première fois que je vois un vrai biopic comme ça, avec surtout de tels acteurs. J'aime toujours autant Guillaume Gallienne. Guillaume Canet aussi m'a subjugué, d'autant plus on les reconnaît, bien entendu. Guillaume Gallienne a un regard qu'on est obligé de reconnaître, mais ils sont très très bien maquillés pour coller aux deux personnages réels. Donc Guillaume Canet, ben, il avait une grosse barbe, et alors que Guillaume Canet d'habitude a plutôt bien rasé. Donc du coup, on plongeait vraiment dans le personnage, on oubliait un peu que c'était des acteurs. Et donc ça renforçait un peu l'immersion dans cette histoire absolument magnifique.
Donc voilà, premier biopic pour moi que je critique et je suis plutôt très très satisfait. J'irai voir le prochain film de Guillaume Gallienne avec impatience. Et puis voilà. Alors maintenant, à quel film? Je vais terminer par ça. Cette vidéo va faire 40 minutes, j'en suis vraiment, mais désolé. Promis, la prochaine fois, je vais essayer de faire plus rapide. À qui ce film correspond? Pardon. Alors, si vous êtes du genre déjà un peu comme mon papa, allez au cinéma pour regarder des films seulement des films de science-fiction, seulement des films où il se passe quelque chose, forcément. Si vous allez voir ce film, vous allez vous emmerder. Parce que, bah, je vous l'ai dit, c'est de la réalité. Donc c'est que des dialogues quasiment. Le film est consiste à peu près en 96% de dialogue. Donc il y a pas d'action. Si vous allez au cinéma pour vous divertir, n'allez pas voir ce film. Désolé. Si par contre vous intéressez un peu au cinéma et que que vous voulez voir quelque chose d'assez différent, et que d'habitude vous regardez surtout des films populaires, comme je vous l'ai dit, allez le voir. C'est très très intéressant. C'est très très bien fait et les acteurs sont absolument géniaux, donc vous serez très très pris par le film. Si vous ne connaissez absolument pas du tout la vie de Émile Zola et de Paul Cézanne, allez voir quand même le film. Le film ne vous demande pas une culture sur leurs œuvres pour que vous compreniez l'histoire, même, enfin pas du tout. Vous pouvez pas du tout connaître. Moi, avant le film, avant les bandes annonces, bien sûr, je ne savais pas que Cézanne et Zola étaient amis en fait. Je savais qu'ils avaient vécu à peu près la même époque. Je ne savais pas du tout qu'ils se fréquentaient. Et puis ça me paraissait, enfin, pour moi dans ma tête, ça n'avait aucune raison d'être étant donné qu'il y en a un qui est écrivain et l'autre peintre. Donc si vous ne connaissez absolument pas du tout l'histoire de ces deux personnages, vous pouvez y aller. Le film ne va pas vous faire des références sadiques que vous ne comprendrez pas. Donc, voilà, si vous voulez voir quelque chose de différent. Le film, quand même, je l'ai trouvé assez drôle, malgré ce que mon père m'en a dit. Enfin, il y avait des répliques quand même qui étaient assez cool, assez drôles, que j'ai cité avant. Et donc, moi, je me suis pas ennuyé dans les dialogues. C'est pas des dialogues qui sont chiants, encore plus quand il y a Cézanne qui est quelqu'un, étant donné donc de très expressif, donc ça s'engueule souvent, donc c'est pas des dialogues chiants, monotones, etc., etc. Donc voilà, j'ai terminé la critique là-dessus. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs, mais tant pis. La vidéo fait 37 minutes, je suis désolé. Je promis, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, mais ça va être très très compliqué. J'adore parler du cinéma. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film ou ce que vous avez pensé de cette critique en général. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres critiques et pour voir des let's play, etc. etc. Et voilà. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous. Allez, ciao.